Salut! Alors cette vidéo, ça fait très longtemps que je compte la faire, mais je voulais attendre que tout soit clair dans ma tête avant de vous parler de ce sujet sur YouTube. Et honnêtement, j'ai vraiment galéré à organiser toutes mes idées. Mais voilà, aujourd'hui, tout est clair, tout est écrit, et je me lance. Donc la vidéo sera très longue parce que j'ai énormément de choses à dire, mais j'avais vraiment envie de tout combiner en une seule vidéo, de pas m'éparpiller. Comme ça, ceux qui ont envie de la regarder en entier, la regardent en entier, et on n'en parle plus. Donc, pour bien comprendre la situation, et aussi parce que ça m'a personnellement permis d'y voir plus clair par rapport à tout ce que je vais vous dire, je vais faire un petit retour, en fait, un petit résumé sur ces 8 dernières années que j'ai passées dans le speedcubing, en me concentrant sur ma discipline de prédilection, le OH, donc, qui signifie le Rubik's Cube à une seule main, one-handed en anglais. Donc ça prendra 4 ou 5 minutes, avant de vous parler du thème principal de la vidéo, mais promis, dans cette vidéo, je vais pas faire que raconter ma vie, et quand on aura fini ces 4 ou 5 minutes, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. En fait, je suis à deux doigts de tourner une page, qui signifie énormément pour moi, donc j'ai essayé d'être le plus clair possible, et le plus concis possible, mais vous me connaissez, mes vidéos sont toujours très longues. Donc, en 2012, je commence le Rubik's Cube, j'arrive à progresser assez rapidement, en un an j'arrive à descendre vers les 13-14 secondes, et à cette époque, je m'intéresse un petit peu à tout, quels que soient les cubes en fait, donc du 2x2 au 5x5 globalement, en passant par le OH, le Blind, le Pyraminx, le Megaminx, enfin bref, je m'intéresse à tout. En 2013, je participe à ma première compétition, le Bussière Open, et là, il va se passer quelque chose de dingue qui va lancer ma carrière, entre guillemets, dans le speedcubing. J'avais un seul objectif, c'était de me qualifier en finale d'une discipline, donc d'un event. Et j'avais aucune idée du niveau que j'avais par rapport aux autres, dans les différentes disciplines. Et c'est le OH qui va m'offrir cette opportunité de participer à une finale dès ma première compétition, même si c'était une petite compétition. Je termine 7ème sur 8 en finale, et c'est ce qui va vraiment me motiver pour me perfectionner dans cette discipline en particulier. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe? C'est entraînement intensif en OH. La moyenne descend seconde par seconde en quelques semaines. Je commence petit à petit à me comparer au top 50 européen, voire même mondial. Et là je me dis, là je tiens quelque chose, il faut pas lâcher. Donc il me faudra 2 compétitions avant d'exploser à l'échelle française, puisque lors de ma 3e compétition, à Falsbourg en 2014, je termine premier avec une moyenne en OH, en dessous de 20 secondes, ce qui me place 2e français, derrière Canetti Sayan, qui a donc le record de France à 16,25. À partir de là, c'était juste incroyable. Je me lance à la poursuite du record de France, et après plusieurs mois de persévérance et de nombreux fails, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous vous souvenez probablement de Falsbourg et Hérimoncourt, qui sont 2 énormes fails de record de France. Moi, en tout cas, je m'en souviendrai toute ma vie. Donc voilà, après de longues semaines, de longs mois, j'arrive à devenir recordman de France en OH et à rebattre plusieurs fois mes propres records derrière. Donc c'est vraiment l'âge d'or de ma carrière, toujours entre guillemets évidemment, puisque j'enchaîne les records de France et je termine champion de France de 2014, très loin devant le 2e. Et pour couronner le tout, alors qu'en France la concurrence commence à être très forte, je fais l'exploit de me hisser en finale des Euros 2016 à Prague, en République tchèque, en OH, alors que je partais pas du tout favori pour y arriver. Et derrière, en fait, je réitère l'exploit 2 ans plus tard au championnat d'Europe 2018 à Madrid, en me qualifiant de nouveau en finale. Donc voilà, je sais pas si ça vous intéresse ce que je raconte, mais encore une fois, je me répète, pour aborder la suite, c'est important de remettre les bases. Voilà, peut-être qu'il y en a qui s'en foutront royalement de ce que je raconte, peut-être que ça va rappeler certains souvenirs à ceux qui me suivent depuis longtemps, mais bref. Donc voilà. Donc ce que je viens de citer, c'est clairement mes plus grosses satisfactions. Avoir été finaliste au championnat d'Europe dans ma discipline, et en plus 2 fois, c'est quelque chose d'incroyable. Donc voilà. Maintenant qu'on a parlé des bons souvenirs, évidemment, vous comprenez que c'est en parlant des moins bons souvenirs qu'on va pouvoir amorcer le thème de la vidéo. Donc, en OH, j'ai un style qui est extrêmement particulier, puisqu'en fait, pour faire R', alors je vais vous montrer ça tout de suite, pour faire R', je pousse avec mon annulaire derrière, comme ça. Et en fait, tous les autres bons cubeurs en OH, ils font comme ça, avec l'auriculaire, le petit doigt. Donc ils vont le chercher devant. Au début, tout le monde me disait que j'arriverais jamais à progresser comme ça. Aujourd'hui, je pense avoir prouvé que c'était possible. Et dans tous les cas, j'ai essayé d'utiliser l'auriculaire, mais je n'y arrivais pas.
Mais en fait, il va y avoir deux conséquences importantes qui vont conditionner toute ma progression et littéralement toute ma carrière, toujours évidemment entre guillemets. La première, c'est qu'il y a des algos qu'on ne peut pas passer de la manière la plus optimale en utilisant mon style, ma méthode. Parce qu'en fait, il y a des algos qui vont nécessiter à la fois le petit doigt et l'annulaire. Et moi, j'utilise jamais l'annulaire. Parce que du coup, la position de ma main ne le permet pas. Donc je peux pas faire ça. Mais en contrepartie, il y a d'autres formules que j'arriverai à vraiment bien passer, mais ça, je ne peux pas le faire. Pour vous donner un petit exemple, je vais vous montrer une vidéo que Hugo Spitz m'a envoyée tout à l'heure. Je lui ai carrément demandé, pour illustrer ça. Un OLL qui passe extrêmement bien quand on arrive à utiliser à la fois l'auriculaire et l'annulaire. Donc, parce qu'en fait, il y a des mouvements R, comme ça, et des mouvements gros R, ou petit R minuscule si on veut. Donc ces OLL-là, ils sont vraiment faciles à passer quand on arrive à faire comme lui, mais quand on fait comme moi, c'est une galère énorme. Donc voilà, je vous laisse regarder. Si vous avez du mal à utiliser pourquoi il utilise le petit doigt et l'annulaire, revenez en arrière, faites x0,25, je pense que vous comprendrez assez bien ce qu'il fait. Donc voilà. La deuxième conséquence de mon style, c'est qu'après plusieurs années, ça a commencé à me faire très mal au doigt. En fait, en faisant ça, je plie et je déplie mon doigt plusieurs fois par seconde. Parce que j'ai un gros TPS en fait en OH, et on fait énormément de mouvements R et R'. Et en fait, quand je fais R', il n'y a pas une seule articulation qui joue, comme c'est le cas pour ceux qui utilisent le petit doigt. Vous voyez que là, il n'y a que cette articulation-là qui joue. Moi, quand je fais R', bah en fait, toutes les articulations jouent. Ici, ça joue un petit peu. Ici, ça joue énormément. Et ici aussi. Et en fait, ça a commencé à me faire mal vers début 2017, à cette articulation-là en particulier. Et depuis, ça fait de plus en plus mal. Et même des pauses de plusieurs mois n'ont pas réglé le problème. C'est pour dire vraiment, ça fait très mal. Et dès 2018, ça a commencé à me faire tellement mal que j'avais vraiment arrêté de m'entraîner en OH. Là, ça fait quasiment 2 ans que je ne fais presque plus de OH chez moi. Donc pourquoi je vous parle de mon style et des conséquences qu'il a pu avoir? Parce qu'au Mondiaux 2017, je reste aujourd'hui persuadé que c'est ce qui m'a coûté ma place en finale. J'y allais avec un seul objectif en tête, c'était d'être finaliste au championnat du monde. En plus, à domicile, vu que c'était en France, ça aurait été totalement dingue. Et justement, j'ai pas vraiment pu m'échauffer avant de passer parce que j'avais mal au doigt. Et au moment de passer, catastrophe, j'ai vraiment pas eu de chance sur les OLL et les PLL, notamment avec 2 PLLV, une PLLF, et concernant les OLL, bah, j'ai justement eu 2 OLL que je n'arrive pas à passer avec mon style. Et notamment dès la deuxième résolution, l'OLL que vous venez de voir dans la vidéo de Hugo Spitz. Et voilà, tout ça combiné à un stress immense, parce que clairement je stressais énormément, ça m'a fait faire n'importe quoi. Et après la compétition, j'étais vraiment dégoûté, parce que je m'étais totalement raté, je savais pourquoi je m'étais totalement raté, mais je ne voyais pas vraiment de solution en fait. Et ce qui est complètement dingue dans cette histoire, c'est que 2 ans plus tard, au Mondiaux 2019 en Australie, il s'est passé exactement mot pour mot la même chose. J'ai pas trop pu m'échauffer en OH, j'ai eu des LL, des dernières couronnes vraiment nulles. Pour vous donner un exemple, à la première des 5 résolutions, je me tape une PLLN. Ça, j'en avais jamais reparlé depuis sur ma chaîne parce que j'étais vraiment dégoûté. Mais PLLN à la première des 5 résolutions en demi-finale, quand ton seul objectif c'est de passer en finale, bah c'est horrible. Et tout ça combiné au stress, bah j'ai fait encore une fois n'importe quoi. Le niveau était très, très élevé, hein. Je dis pas que j'aurais été qualifié si j'avais été bon, mais vous avez compris. Et franchement, voilà, voir tous mes espoirs s'envoler alors que c'est ma discipline, c'est celle qui m'a fait connaître, c'est celle dans laquelle j'ai adoré passer des heures et des heures d'entraînement, bah ça me dégoûte, en fait, de voir que plus rien ne va. Alors maintenant, après environ 4 heures de vidéo, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc je me suis bien lamenté, j'ai bien décrit la situation, maintenant on va parler des solutions. Je vais vous expliquer où j'en suis par rapport à tout ça, et c'est à partir de maintenant que vous allez probablement apprendre des choses, en tout cas je l'espère. Alors, pourquoi il fallait vraiment trouver une solution à tout ça? Bah tout simplement, j'ai pas peur de le dire, j'avais perdu l'envie et la motivation de faire du cube. Je faisais du cube pour le OH, c'est globalement ça. Pour le OH, pour ma chaîne YouTube, pour l'esprit de compétition et pour voir des potes en compétition parce que voilà, ça crée une communauté, etc. J'aime toujours ça évidemment, mais clairement plus comme avant. Je prends beaucoup moins de plaisir à en faire qu'avant.
Alors, est-ce qu'il y a une solution magique? Je ne sais pas, mais au moins j'en ai trouvé une. Si on résume, avec mon style, j'aimerais bien n'avoir à faire que des algos en RU, donc qui utilisent les tranches R et U, éventuellement en RUL, ça me convient très bien aussi. Et comme j'ai mal au doigt, je peux pas trop m'entraîner, donc finalement ce que je peux faire, c'est bosser des trucs plus théoriques, comme par exemple apprendre des formules. Peut-être que certains d'entre vous avaient compris là où je veux en venir, peut-être que ça a fait tilt chez certains d'entre vous. Selon ce que je viens de dire, il y a une méthode qui me convient parfaitement, c'est la méthode ZZ. Peut-être que vous en avez jamais entendu parler pour le moment, peu importe, vous inquiétez pas, on va voir tout ça. La première fois que j'en ai entendu parler de cette méthode, c'était lors d'une compétition en Allemagne, en discutant avec Simon Kallhofer, donc Simon Kallhofer si vous préférez, en prononçant à la française, on va l'appeler Simon dans cette vidéo, donc qui est le recordman du monde en ZZOH. Son PB single officiel il est à 9,36 et son PB AVG officiel est à 11,17. Donc actuellement on peut même dire qu'il est constant en dessous de 12,5 en moyenne en compétition, donc la question ne se pose pas, on peut atteindre ce niveau, donc un meilleur niveau que celui que j'ai actuellement en Friedrich, avec la méthode ZZ. D'ailleurs, j'ai des meilleurs finger tricks que lui. Sur une séquence de mouvements donnée en RUL, par exemple, j'ai un TPS, donc un nombre de mouvements par seconde, largement supérieur au sien. Preuve qu'il est encore possible de descendre les records de ZZ bien en dessous des siens. Preuve qu'il n'est pas parfait. Mais est-ce qu'on peut atteindre le niveau des meilleurs mondiaux avec ZZ? Bah moi je pense que oui. Et Simon pense que oui aussi. La méthode ZZ, il y a quelques années, elle était beaucoup utilisée en OH, et on ne sait pas trop pourquoi, à un moment donné, les gens ont arrêté. Ils ont tous persévéré en Friedrich, et la méthode ZZ, elle a été totalement abandonnée. Sincèrement, pour m'y être beaucoup intéressé ces derniers temps, je trouve qu'elle a un potentiel monstrueux, et que si personne ne l'utilise à très haut niveau, c'est parce que les gens préfèrent utiliser la même méthode à une main et à deux mains. Et en l'occurrence, ZZ à deux mains, c'est nul. Donc en conclusion, je suis sûr que si tous les cubeurs du monde se mettaient à ZZ aujourd'hui, bah d'ici quelques années, on serait probablement étonné du résultat. Et d'ailleurs, Simon, il a fait une remarque qui m'a beaucoup marqué. Quand il a vu Hugo Spitz, donc le champion d'Europe actuel, qui est français, et quand il a vu son TPS sur des séquences en RU, il lui a lâché une remarque incroyable. Il lui a dit « Tu pourrais être tellement rapide si tu utilisais ZZ ». Donc voilà, c'est ironique, etc. Peut-être qu'il disait ça en rigolant, peut-être pas, mais moi je suis persuadé qu'il disait pas ça en rigolant parce que Simon est tellement persuadé du potentiel de la méthode que voilà, il est sûr qu'avec un TPS comme ça, en ZZ, ça pourrait être monstrueux. Bref, vous l'avez compris, le fameux énorme changement que j'annonce dans le titre de la vidéo, c'est un changement de méthode. Donc que pour le OH, évidemment. Après avoir passé 8 ans à utiliser la méthode Friedrich, donc voilà, ça fait un moment que je sais que Simon utilise la méthode ZZ, et il se débrouille très bien, donc ça fait un moment que j'y pense, mais le fait que les mondiaux 2019 se terminent exactement de la même manière que les mondiaux 2017, ça m'a rendu fou, et je me suis dit, Friedrich, plus jamais. Je me lance dans le ZZ, et on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, je suis persuadé du potentiel de la méthode. Et en plus, Simon et moi, on est devenus amis, on discute de temps en temps, et si j'ai des questions, des cas que je saurais pas trop comment résoudre, je lui demande, il me donne son avis, il m'explique plein de trucs, donc c'est super sympa. Donc je suis dans de super conditions pour un changement de méthode, puisque je discute avec le meilleur utilisateur de ZZ au monde, en OH, donc voilà, les conditions sont idéales. Évidemment, ce serait irréaliste de dire que je change de méthode pour rentrer dans le top 10 mondial ou pour battre Hugo ou Juliette, qui sont les deux meilleurs français actuellement, d'ici quelques mois. Hein, ce serait irréaliste de dire ok, je change de méthode et du coup dans 3 mois je serai meilleur qu'eux. Là, ce serait totalement irréaliste de dire ça. Mais là, avec ma douleur au doigt, mes fails au championnat du monde et ma baisse d'envie et de motivation, j'ai l'impression que c'est soit ça, soit j'arrête le OH. Donc j'en ai vraiment besoin. Je vais vous expliquer pourquoi j'en ai besoin, les avantages de la méthode et pourquoi je l'apprécie particulièrement, mais là je sens que j'en ai besoin. C'est pour ça que j'ai pris le temps de revenir sur les bons moments que le OH m'a apporté en fait, parce que je sens que j'ai eu mon heure de gloire, et maintenant pourquoi pas repartir à zéro, entre guillemets. Alors tout ça c'est bien beau, mais je pense qu'une grande majorité d'entre vous ne connaît pas la méthode ZZ, et en l'occurrence, si je veux vous expliquer concrètement pourquoi la méthode ZZ me conviendra mieux que la méthode Friedrich, il faut déjà vous expliquer ce que c'est que la méthode ZZ. Donc, la méthode ZZ, elle se base sur un concept tout bête, l'orientation des arêtes.
Plus vous aurez de l'expérience dans le cube, plus vous vous rendrez compte que l'orientation des arêtes, c'est partout dans le cube. Par exemple, au 3x3 en Friedrich, on essaye d'orienter les arêtes à la fin des F de L pour avoir un OLL cross, qui est toujours plus sympa à faire qu'un OLL qui n'est pas un OLL cross, parce que voilà, on peut faire COLL, ZBLL, etc. Au 4x4, ce qui rend la discipline très chiante, c'est la parité au niveau des arêtes, donc en rapport avec l'orientation des arêtes. En FM, une fois qu'on a orienté les arêtes, tout devient plus simple. Donc voilà, etc. Donc l'orientation des arêtes, elle est au cœur de beaucoup de discussions, et en l'occurrence, la méthode ZZ s'appuie sur ce concept. Alors, la première étape de la méthode ZZ, c'est de faire ce qu'on appelle l'EO-line. Qu'est-ce que ça veut dire EO-line? EO, donc E-O, ça veut dire Edge Orientation. Donc en gros, on va orienter toutes les arêtes, et on va faire ce qu'on appelle une line, donc une ligne en français. Donc on va faire ça. C'est-à-dire que là, j'ai deux pièces qui me permettent de faire une ligne qui est perpendiculaire à moi, sur la face du bas, et en même temps, on oriente toutes les arêtes du cube. Ici, sur mon cube, toutes les arêtes sont orientées. Ça veut dire qu'on peut les résoudre sans utiliser des mouvements F, F', B et B', puisque ce sont les 4 mouvements qui touchent l'orientation des arêtes, qui affectent l'orientation des arêtes. En l'occurrence, comme on a résolu une ligne, on n'aura pas non plus besoin de faire des mouvements D. Toutes les arêtes orientées peuvent être résolues uniquement grâce à des mouvements des tranches R, U et L. Donc une fois qu'on aura fait les O-line, on n'aura que des mouvements R, U, L du début à la fin de la résolution. Sauf si à la toute fin on décide d'utiliser des algorithmes qui utilisent d'autres mouvements. Mais globalement, retenez qu'une fois qu'on a ça, la ligne plus toutes les arêtes qui sont orientées, on peut faire uniquement du R, U, L. Par exemple, cette arête, si je veux la résoudre, je peux faire U, L'. Et elle arrive dans son emplacement bien orienté. Si je veux résoudre celle-ci, U, L2, elle arrive dans son emplacement bien orienté. Donc maintenant, comment reconnaître si une arête elle est orientée ou non? Puisque c'est la question que vous vous posez tous. Je vous dis que là, toutes les arêtes sont orientées, mais on va pas non plus essayer d'amener toutes les arêtes dans leur emplacement pour voir si elles y arrivent dans le bon sens ou dans le mauvais. Donc comment repérer si les arêtes sont bien orientées ou non? Chaque arête, elle a ce que je vais appeler une couleur dominante. Si l'arête a une couleur de la face, du dessus ou du dessous, donc globalement du blanc ou du jaune, alors la couleur dominante c'est le blanc ou le jaune. Si l'arête n'en a pas, donc si l'arête n'a ni blanc ni jaune, la couleur dominante ça va être la couleur de la face qui est soit devant soit derrière, donc vert ou bleu. Et justement, il faut que la couleur dominante soit vers le haut ou vers le bas si les arêtes sont sur ces deux faces, ou alors vers nous ou derrière si les arêtes sont sur l'équateur. Donc par exemple, ici, est-ce que l'arête est orientée? Oui, puisque l'arête la couleur dominante c'est le vert, puisque c'est la couleur de la face du devant, et le vert pointe vers le haut. Ici, sur mon cube là, est-ce que cette arête est orientée? Non, puisque la couleur dominante c'est le jaune, et le jaune ne pointe pas vers le haut. Est-ce que cette arête, on va en prendre une ici. Est-ce que cette arête est orientée? Oui, parce que la couleur dominante c'est le vert, et le vert pointe derrière. Donc cette arête elle est bien orientée. Celle-ci non, puisque la couleur dominante c'est le bleu, et le bleu pointe vers la droite. Donc pas devant. Alors que si elle était orientée, le bleu devrait pointer devant. Donc n'hésitez pas à remettre ce passage de la vidéo, je le traite assez rapidement, puisque le but c'est de... Enfin j'ai beaucoup de choses à dire, donc on va pas s'impatienter là-dessus, mais n'hésitez pas à le remettre si vous avez du mal à assimiler ça. Alors maintenant, comment orienter les arêtes qui ne sont pas orientées? Puisque c'est tout l'intérêt de la première étape, c'est d'orienter toutes les arêtes en même temps qu'on fait une ligne perpendiculaire à nous sur l'étage du bas. Donc, ici, les 4 arêtes qui ne sont pas orientées sur mon cube, j'en ai que 4, c'est celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous voulez regarder les autres arêtes que je vous présente ici et essayer de comprendre par vous-même qu'elles sont justement bien orientées. Donc là, on a un cas extrêmement simple, parce qu'en fait, le mouvement qui va changer l'orientation des arêtes, c'est les mouvements F, F', B et B'. Donc ici, on peut amener cette arête-là sur la face de devant,
Et là, on se rend compte que les 4 qui ne sont pas orientés sont sur la face de devant. Donc je peux faire un F, et toutes mes arêtes du cube sont orientées. Et maintenant, il me suffit de faire les O-line. Donc j'ai déjà les O, j'ai déjà l'edge orientation, l'orientation des arêtes. Maintenant, il me suffit de faire la ligne. Donc j'ai la bleue ici. Alors la ligne, il faut qu'elle soit vert-bleu. Donc j'ai la bleue ici. Je peux faire D2, L2 pour mettre la verte opposée à la bleue. Puis D. J'ai ma ligne. J'ai fini la première étape de la méthode ZZ. Alors évidemment, il existe un nombre gigantesque de cas de figure. Là, je vous ai montré un cas extrêmement simple pour vous donner un exemple, mais je pense que je ferai d'autres vidéos dans lesquelles je ferai des exemples de résolution, où je chercherai moi-même devant vous comment résoudre tel ou tel EOLine de la manière la plus optimisée. Et en plus, là, je vous ai montré comment orienter les arêtes, puis faire la ligne. Mais le plus optimisé, c'est d'arriver à trouver des mouvements qui permettent de faire les deux en même temps. Des mouvements qui vont orienter les arêtes, tout en plaçant bien ma pièce verte et ma pièce bleue pour qu'elles soient faciles à mettre. Donc la première étape qui remplace la croix dans la méthode Friedrich, puisque c'est la première étape de résolution, elle est extrêmement compliquée, extrêmement complexe, et elle prend beaucoup de temps avant qu'on la maîtrise. Ensuite, la deuxième étape, c'est de finir les F de L, comme en Friedrich. Sauf qu'ici, on a deux manières de le faire. Quand on débute, on va résoudre la croix. Donc, par exemple, ici, pour résoudre ma croix, je pourrais faire D2, R', D2. Et j'aurai ma croix. Et ensuite, faire des F de L normaux. Et les F de L, ils seront très simples. Parce qu'en fait, j'aurai des paires qui vont se former un peu partout. Ça va être assez facile, j'aurai que du RU. Et les F de L seront, voilà, seront normaux, mais très simples. Parce que on n'aura pas de séquence de mouvements bizarres à faire, on n'aura pas de rotation de cube de type Y ou Y' à faire. Et sachant qu'en OH, le RU, donc RU, c'est très facile. Quand on veut résoudre une paire ici, c'est facile, RU. Quand on veut résoudre une paire ici, on peut juste faire ça, et ça se transforme en RU. Et ça, c'est pas vraiment une rotation de cube. Une rotation de cube, c'est vraiment quelque chose qui fait perdre beaucoup de temps, Y' ou Y. Donc, on pourrait faire comme ça, mais la manière la plus optimisée, en fait, de résoudre les F de L en ZZ, c'est pas ça. La manière la plus optimisée de résoudre les F de L en ZZ, c'est de faire des blocs. Comme toutes les arêtes sont orientées, en fait, quand on va bouger les tranches R, U et L, on va pas les désorienter, les arêtes. Et on peut facilement créer des blocs, donc résoudre chaque arête de la croix en même temps que les F de L. C'est aussi une étape qui est très compliquée, et moi, perso, pour le moment, j'y arrive pas trop. Donc je me contente de finir ma croix juste après avoir fait les O-line, et donc d'avoir des F de L très simples. Mais quand on voit Simon, donc le fameux Simon dont je vous parle depuis le début de la vidéo, faire, c'est vraiment impressionnant. Il arrive vraiment à faire des blocs magnifiques. Alors là, j'en ai prévu un, juste pour vous montrer. Regardez ce qui se passe. Ce coin-là, il peut aller là, regardez. R, U. J'ai créé une paire. Je la mets sur l'étage du haut. Je décale là. Et là, je peux créer un bloc derrière comme ça. Et j'ai juste à redescendre ici. Et regardez, si je redescends, je vais me retrouver avec un coin qui sera ici sur l'étage du bas. Et je pourrais faire un belge pour le connecter à celui-là. Donc au lieu de faire ça, je peux décaler, faire R'. Et j'ai résolu ici une paire que je peux aller insérer derrière. Et ici, j'ai des cas qui se résolvent très facilement en RU. Donc tout est simple. Vraiment, tout est simple. C'est assez impressionnant quand on arrive à faire des blocs. Et tout va extrêmement vite. Donc c'est une étape qui est très compliquée parce qu'il y a évidemment un cas énorme, immense un nombre immense de cas de figure. Et il faut savoir réagir très vite en fonction de ce qu'on voit. Mais c'est une étape très compliquée, mais voilà, avec de l'entraînement, ça se fait. Donc, je vais terminer les F de L rapidement. Voilà, c'est incroyable. Vous voyez que j'ai résolu cette paire. Un cas en 3 mouvements ici. Donc voilà, c'est juste incroyable. Et comme toutes les arêtes sont orientées, on a forcément un OLL cross. Donc si on connaît toutes les ZBLL, comme Simon par exemple, on peut terminer le cube en une seule formule. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point cette méthode est incroyable. Mais elle l'est. Vraiment, elle l'est. Le potentiel de cette méthode, pour moi, il est dingue. Donc pour moi, faire COLL plus PLL, U, Z ou H, ça va aussi très vite. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire ici. Donc COLL plus
PLLU. Ici, le but, c'est pas de vous montrer des algos, hein, c'est juste de vous montrer le potentiel de la méthode. Donc les COLL, c'est des algos qui passent très très bien, donc c'est loin d'être grave en fait de faire ça quand on ne connaît pas toutes les ZBLL. Il y a très peu de personnes au monde qui connaissent toutes les ZBLL d'ailleurs. Et franchement, la dernière couronne, c'est tellement satisfaisant d'avoir toujours une croix, par rapport aux cas merdiques d'OLL qui m'ont en partie coûté ma place en finale des mondiaux. Donc l'objectif, ce sera pour moi, tranquillement, d'apprendre des ZBLL, voilà. Et justement, le fait que j'ai mal au doigt ne m'empêchera pas d'apprendre des ZBLL, puisque voilà, il faudra juste que je trouve le temps pour en apprendre. Sachant que j'ai déjà commencé, voilà, ça se passe globalement plutôt bien. Donc si on devait résumer un petit peu tout ça et essayer de comprendre quelle vidéo je pourrais sortir sur la méthode ZZ, sur voilà ma progression dans la méthode ZZ, qu'est-ce que je fais, comment je m'entraîne, etc. Donc les vidéos que je pourrais faire en rapport avec tout ça, donc par exemple il pourrait y avoir des vidéos de moi sur Cube Explorer, j'ai déjà un tutoriel là-dessus donc n'hésitez pas à aller le voir si vous savez pas de quoi je parle. Donc sur Cube Explorer, en train de chercher un algo qui me convient pour tel ou tel cas de ZBLL. Évidemment, je pourrais le faire en direct, comme ça, si vous connaissez des algos, vous pourrez directement me les montrer dans le chat du live YouTube, ça pourrait être vraiment intéressant. Donc un autre exemple de vidéo que je pourrais faire, ce serait tout simplement des exemples de résolution en ZZ, au fur et à mesure de ma progression, comme ça vous verrez les progrès. Il y en a quasi pas en plus, il y en a quasiment pas, que ce soit en français ou en anglais, il y en a pas beaucoup. En tout cas, en OH, je pense qu'il y en a vraiment très peu. Et s'il y en a, je doute qu'elle soit réalisée par des cubeurs expérimentés. Alors je n'ai pas la prétention d'être expérimenté dans la méthode ZZ, mais je vais peut-être le devenir. Donc les gens pourront me donner des idées, un petit peu en vrac, en fait, de ce qu'ils auraient pu faire à ma place, si je fais des exemples de résolution. Et ça peut être sympa, ça peut être un bon moyen de progresser, et de tester plein de trucs pour voir ce qui marche pas, et voilà, apprendre de ça. Si j'ai des commentaires de ce type, ça pourrait être vraiment bien, ça pourra m'aider à progresser en comprenant certaines choses, etc. Donc un autre type de vidéo, ce sera des vidéos de comparaison entre la croix et l'éoline. Je pourrais faire des moyennes de croix et des moyennes d'éoline pour vraiment comparer les deux, puisque justement l'éoline, c'est ce qui va nous faire perdre du temps dans la méthode ZZ, mais le temps, on va le récupérer par la suite, puisque la suite de la résolution, je pense que je vous l'ai plutôt bien illustré dans cette vidéo, avec seulement un exemple. La suite de la résolution peut être complètement dingue. Rien que pour l'OLL croix. Là, j'ai eu un OLL croix normal, mais du coup, on a 2 chances sur 7 d'avoir un OLL sun ou anti-sun, ce qui est complètement dingue. Donc voilà, donc je pourrais concrètement voir la différence de temps que je mets entre faire une croix et faire une O-line, donc me chronométrer pour les deux. Dernier type de vidéo que je pourrais faire, enfin qui me vient là tout de suite, c'est présenter mes sets de ZBLL quand j'en aurai. Par exemple, pour un OLL en particulier, une COLL pardon, en particulier, par exemple celle-ci, où j'ai 2 couleurs identiques ici et 2 couleurs identiques ici, il y a 12 cas de figure, en fait. Et les 12 cas de figure, c'est, j'ai trouvé une formule qui me va pour chacun des 12 cas. Donc je pourrais vous les présenter, par exemple, une vidéo égale 12 cas, les 12 cas de cette COLL, ça pourrait être intéressant. Alors concrètement, quels sont les avantages de la méthode? Si on devait résumer, il y en a beaucoup, c'est pour ça que je trouve ça bien de résumer. Tout ce qu'on considère lucky, donc chanceux en Friedrich, bah ça arrive beaucoup plus souvent en ZZ. Par exemple, des winter variations faciles, des OLL skip absolument pas forcés, ça va arriver très souvent. Autre avantage, quand on est en Friedrich, la 3e étape, c'est de terminer la phase opposée à celle de départ avec un OLL. Donc les formules des OLL sont souvent très courtes, donc si on n'aime pas la formule, il y a peu de chances qu'il en existe une autre qui soit tout aussi courte et qu'on aime bien. Par contre, les ZBLL, donc l'algorithme un peu de référence de la méthode ZZ, un ZBLL c'est très long, puisque ça combine à la fois OLL et PLL, donc on imagine que ça va pas faire 6 ou 7 mouvements. Et du coup, quand on cherche une formule qu'on aime bien, en 14 ou 15 mouvements, ce qui correspond souvent au nombre de mouvements minimum pour des cas un peu chiants par exemple, et ben on a souvent le choix entre plusieurs formules. Et jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une formule qui me convient plutôt bien pour chaque cas de ZBLL que j'ai cherché. Donc c'est vraiment un bon avantage. On peut cuber avec des formules qu'on aime bien, ce qui n'est pas forcément le cas en Friedrich. Donc, nouvel avantage, en Friedrich, je suis pas opposite neutral. Je n'arrive pas à commencer par du jaune et à faire les mêmes temps que quand je commence par une croix blanche.
En fait, ce qui me perturbe quand je commence en jaune, c'est l'orientation des arêtes. Je vais vous donner un exemple concret, et pas parler pendant 15 ans pour illustrer ça. Quand j'ai ça devant moi, alors, l'arête ici, le coin là, en fait, je vois que j'ai la face bleue devant moi, et que j'ai cette arête devant moi avec le rouge devant. Et quand j'ai exactement cette position-là, le bleu, face bleue et l'arête vert rouge avec le rouge devant moi, je sais que l'arête, elle est dans une certaine orientation qui me permet de résoudre cette paire d'une certaine manière. En l'occurrence, je ferais L'U-L pour faire pour créer un cas en 3 mouvements. Ensuite U', Y, et je pourrais insérer. Or, en jaune, si je me retrouve exactement dans la même situation, donc face bleue devant, cette arête-là, et avec du rouge ici, en fait, l'arête, elle est dans l'autre sens, puisque la face verte et la face bleue et la face verte, pardon, sont interverties quand on commence en jaune. Donc si je me retrouve exactement dans la même situation, je résous en faisant ce qui me semble logique, donc c'est-à-dire ça, et l'arête, elle arrive ici, désorientée, dans l'autre sens. Donc finalement, je me retrouve comme ça. Et j'ai beau m'entraîner, je n'arrive pas à régler ce problème. Donc en fait, inconsciemment, je me base énormément sur l'orientation des arêtes. Et voilà, c'est pour ça que je n'arrive pas à être opposite neutral. Je me base beaucoup sur l'orientation des arêtes, et du coup, je fais que de me tromper. Et du coup, en ZZ, les arêtes, elles n'auront plus qu'une seule orientation possible. Elles seront bien orientées. Donc j'aurai pas de questions à me poser, en fait. Les cas que je rencontrerai tout le temps en ZZ, et dès que j'aurai un de ces cas-là, que je connais par cœur, à force de le faire, je vais les connaître par cœur, et je saurai que l'arête, elle n'a qu'une seule orientation possible, donc je pourrais faire la même chose. Donc, il n'y aura pas de possibilité de se tromper. Du coup, voilà, peut-être, je dis bien peut-être, que j'arriverai à commencer en blanc ou en jaune, avec évidemment beaucoup d'entraînement, mais c'est peut-être possible. Peut-être que j'arriverai enfin dans ma vie à pouvoir dire j'ai commencé la résolution en jaune. Donc voilà pour les avantages. Alors c'est énorme, c'est immense. Donc le seul inconvénient de la méthode en fait par rapport à Friedrich, c'est que le début de la résolution est beaucoup plus long, puisqu'il faut faire une néoline qui est souvent beaucoup plus long et beaucoup plus dur à faire qu'une croix. Ensuite les F2L sont beaucoup plus rapides, puisqu'on peut faire des blocs pour insérer les dernières arêtes de la croix, faire les F2L en même temps. La dernière couronne est beaucoup plus rapide, ça vous l'avez tous compris je pense. Bon voilà, je vous l'avoue, Léoline et faire les F2L en formant des blocs pour aller plus vite, j'y arrive pas trop pour le moment, je galère énormément. Pour le moment, je suis plutôt en mode, il faut que j'oriente les arêtes tout en faisant ma croix. Comme ça, j'obtiens une croix, mais avec les arêtes orientées. Puis je fais mes F2L normalement, mais du coup sans rotation de cube et juste avec des mouvements RUL. Donc je me soucie pas de l'orientation des arêtes, donc voilà, ça va beaucoup plus vite. Mais je perds quand même beaucoup trop de temps sur Léoline, par exemple. Mais ça va venir. Je sens que y a une grosse marge de progression. Et je sens que ça va venir. Et je vois que je progresse de jour en jour. En tout cas, ce qui est le plus important, c'est que mon intérêt pour le OH, il revient. C'est pour ça que je me prends la tête à faire une vidéo comme ça où je vous explique tout. Parce que mon intérêt pour le OH revient. Je prends de nouveau du plaisir à faire du OH. Et voilà, quand tout est orienté, il y a des blocs de partout, les paires sont faciles à faire. Quand on fait que du RU, c'est ultra satisfaisant. Si vous faites un petit peu de OH, je pense que vous comprenez ça. Quand on fait que du RU, c'est extrêmement satisfaisant. Donc voilà, je reprends du plaisir, je retrouve de la motivation parce que je vois le potentiel de la méthode et surtout je vois que mes temps descendent. Et ça, c'est l'essentiel. Mes temps pour le moment, ils sont à peu près vers 15 secondes. J'ai fait pour la première fois du ZZ à Reims, au Champagne Open. Peut-être que certains d'entre vous ont vu mes temps et se sont demandé pourquoi mes temps étaient si mauvais. Parce que j'ai fait 16 secondes en moyenne à chacun des 2 tours. Je me suis totalement raté, il faut le dire. En 15 secondes d'inspection, officiellement, je n'ai pas le temps pour le moment de prévoir mon néoline. C'est pour ça que la compétition, c'est compliqué pour moi pour le moment. Mais 16 secondes, c'est un bon début. Chez moi, j'ai déjà des moyennes à 12-13. Donc c'est pour dire que voilà, sur des bons mélanges, je peux tout de suite redescendre et faire des temps qui sont les mêmes que ce que je fais en Friedrich. Par contre, sur une très grosse moyenne, une moyenne de 100 par exemple.
Pour vous faire une idée, j'ai déjà un PB en dessous de 9 secondes. J'ai déjà fait 8,93, et la petite anecdote, c'est que j'ai fait 8,93 dans l'avion en revenant de l'Australie. C'est en Australie que j'ai pété un câble en me disant Friedrich c'est fini, j'en ai marre. Dans l'avion justement pour revenir, j'ai fait un petit peu de cube, j'ai fait un petit peu de ZZ en OH et j'ai tapé un 8 secondes 93. C'est actuellement mon PB single, mon nouveau PB single. À l'heure où je fais cette vidéo, je suis à un jour de partir en compétition, de partir au Shell Open 2020. Il y a de nouveau évidemment du OH, et je vais faire que du ZZ, du début à la fin. Sauf si vraiment je vois que ma qualification en finale en dépend, mais honnêtement je pense que même avec 16 secondes de moyenne, je peux me qualifier en finale. Quoique, à voir, mais en tout cas je vous le dirai. Mais je compte faire que du ZZ et j'espère arriver à faire 15 de moyenne ou 14 de moyenne, ou en tout cas j'espère arriver à faire mieux que ce que j'ai fait à Reims au Champagne Open. Alors, la vidéo est extrêmement longue, donc on va essayer de conclure. Est-ce que ça veut dire que j'abandonne totalement la méthode Friedrich? Honnêtement, après les mondiaux 2019, c'était clair, oui, j'abandonne la méthode Friedrich, peu importe le prix à payer. Maintenant, avec un petit peu plus de recul et de réflexion, je ne sais pas si je suis prêt à sacrifier mes chances de podium au championnat de France 2020 ou mes chances de finale au championnat d'Europe 2020 pour ça. Du coup, je ne sais pas encore si je vais définitivement laisser tomber Friedrich, passer en mode plaisir et plus en mode compétition pour le OH, et tenter de retrouver mon niveau actuel, mais cette fois en ZZ, avant de continuer à progresser. Ou si je vais m'entraîner en ZZ, mais garder Friedrich dans un coin de la tête pour en refaire un petit peu avant les grosses compétitions et mettre toutes les chances de mon côté. Voilà, je sais pas. Je sais pas vraiment, rien n'est clair. D'ailleurs, si je fais ça, si je garde Friedrich dans un coin de la tête pour les grosses compétitions, pour me donner quand même des chances de faire des grosses perfs, rien ne m'empêche pendant l'inspection de jeter un œil à l'orientation des arêtes. Et du coup, si la croix plus l'orientation des arêtes se fait en 1, en 2 ou 3 mouvements, bah je peux le faire, et ça me donnera une résolution de Friedrich, mais ultra simplifiée, puisqu'elle ressemblera à une résolution de ZZ. Donc ça, c'est un conseil qu'on peut donner un peu à tout le monde d'ailleurs, de jeter un œil à l'orientation des arêtes, au cas où ce soit facile. Mais bon, quand on n'est pas bien entraîné en ZZ, c'est quand même compliqué d'imaginer que ça puisse nous aider, et pas nous perturber plus qu'autre chose en fait. Voilà, donc dans l'autre cas, si je décide d'abandonner totalement Friedrich, bah, ça voudra dire que j'ai fait un choix fort, en émotion, j'ai envie de dire, le choix de tourner une page qui a été incroyable pour moi, hein, voilà, sans savoir jusqu'où j'arriverais à aller en ZZ, quel niveau j'atteindrais en ZZ. Donc ce serait le choix de retomber un petit peu dans l'anonymat pendant les grosses compétitions internationales, par exemple, au championnat de France ou même les grosses compétitions en France. Je sais qu'il y a en ce moment l'Alsace Open qui est une très très grosse compétition avec beaucoup de niveaux. Donc voilà. Mais si je décide de faire ça, bah, c'est que ça ne me dérange pas. Voilà, j'ai eu mon heure de gloire. J'ai été 2 fois champion de France, 2014 et 2017, 2 fois finaliste au championnat d'Europe. Donc si je prends cette décision, bah, ça aura été mûrement réfléchi. Et voilà, vous inquiétez pas pour moi, je serai en paix avec moi-même, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Dans tous les cas, peut-être que j'atteindrai jamais le niveau que j'ai actuellement en Friedrich en utilisant ZZ, même si j'ai de bons espoirs, vraiment. Le potentiel de cette méthode, je le vois. Mais en attendant, c'est un nouvel objectif et surtout un besoin de reprendre un petit peu de plaisir à faire du OH. Ça, vous l'avez tous compris. Si vous en êtes arrivé là de ma vidéo, si vous n'êtes pas parti. Donc, je pourrais pas en faire beaucoup en fait, parce que j'ai toujours mal aux doigts. Mais au moins, quand j'en ferai, il y aura un but derrière tout ça. J'en ferai parce que j'ai envie d'en faire et je pourrai prendre du temps pour apprendre des algos. Dernière chose avant de nous quitter. Tout ce que je vous ai dit, ça ne concerne évidemment que le OH. Au 3x3, je garde la méthode Friedrich et je garde cet esprit de compétition que j'ai. Je veux progresser au 3x3, il n'y a aucun problème là-dessus. Même dans les autres disciplines que j'aime particulièrement, à savoir le 4x4 par exemple, ou le squab, où j'ai le record de France actuellement. Ça ne concerne absolument pas ça, ça ne concerne uniquement le OH. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui vont rester jusqu'au bout. Mais bref, au moins j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et donc, la dernière chose que j'ai envie de dire, c'est affaire à suivre.
tout simplement. On verra bien. Déjà, on verra bien ce que ça donne demain et après-demain à Shell. Voilà, salut!